Amis du soir, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, je continue avec vous les fables de La Fontaine. Et pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux comme d'habitude en nous posant des questions, comme vous voulez, ou commenter les lectures avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Vous pouvez aussi sur le site de D8 voir en replay les émissions que vous n'avez pas vues ou que vous désirez revoir. Je reprends donc ma lecture et je reprends la fable « Le lion, le loup et le renard ». Un lion décrépit, goutteux, n'en pouvant plus, voulait qu'on trouvât remède à la vieillesse. Alléguer l'impossible au roi, c'est un abus. Celui-ci, parmi chaque espèce, mandat des médecins, il en est de tout art. Médecins au lion viennent de toutes parts, de tous côtés lui vint des donneurs de recettes. Dans les visites qui sont faites, le renard se dispense et se tient clos et coi. Le loin en fait sa cour, d'aube au coucher du roi, son camarade absent. Le prince tout à l'heure veut qu'on aille enfumer renard dans sa demeure, qu'on le fasse venir. Il vint et présenté. En sachant que le loup lui faisant cette affaire, « Je crains, sire, dit-il, qu'un rapport peu sincère ne m'ait à mépris imputé d'avoir différé cet hommage, mais j'étais en pèlerinage. Et m'acquitter d'un vœu fait pour votre santé, même si j'ai vu dans mon voyage gens experts et savants, leur ai dit la langueur dont votre majesté craint à bon droit la suite. Vous ne manquez que de chaleur. Le long âge en vous l'a détruite. D'un loup écorché vif, appliquez-vous sur la peau, toute chaude et toute fumante. Le secret sans doute en est beau, pour la nature défaillante. Messire loup vous servira, s'il vous plaît, de robe de chambre. Le roi goûte cet avis-là. On écorche, on taille, on démembre. Messire loup, le monarque en soupa, et de sa peau s'enveloppa. Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire. Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire. Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. Les daubeurs, en leur tour, d'une ou d'autre manière, vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien. Le pouvoir des fables. La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires? Vous puis-je offrir mes vers et leur grâce légère? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils moins traités par vous de téméraires? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas. Mais empêchez-vous qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de 1000 endroits de la terre, ils nous vîmes des ennemis. J'y consens, mais que de l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis. J'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose? Quel autre Hercule enfin ne se trouvait las de combattre cette hydre? Et que faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras? Si votre esprit plein de souplesse, par éloquence et par adresse, peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai 100 moutons. C'est beaucoup par un habitant du Parnasse, cependant faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents. Et le récit en vers qu'ici je vous dédie, son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer
qui vous sont dus. Vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes autrefois, peuple vain et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et d'un air tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus violentes, les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et point à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour, avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. Et Cérès, que fit-elle? Ce qu'elle fit, un prompt courroux l'anima d'abord contre nous. Quoi, de contes d'enfants son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui, seul entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en nul honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. L'homme et la puce. Par des vœux importuns, nous fatiguons les dieux, souvent pour des sujets même indignes des hommes. Il semble que le ciel, sur tout tant que nous sommes, soit obligé d'avoir incessamment les yeux, et que le plus petit de la race mortelle, à chaque pas qu'il fait, à chaque bagatelle, doivent intriguer l'Olympe et tous ses citoyens, comme s'il s'agissait des Grecs et des Troyens. Un sot par une puce eut l'épaule mordue. Dans les plis de ses draps, elle alla se loger. Hercule, se dit-il, tu devais bien purger la terre de cette hydre au printemps revenu. Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nue tu n'en perds de la race afin de me venger. Pour tuer une puce, il voulait obliger ces dieux à lui prêter leur foudre et leur massue. Les femmes et le secret. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait, bon nombre d'hommes qui sont femmes, pour éprouver la sienne, un mari s'écria. La nuit étant près d'elle, ô Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi, j'accouche d'un œuf? D'un œuf? Oui, le voilà frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire. On m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit, avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé, et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Au nom de Dieu,
Gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. » « Vous moquez-vous » dit l'autre. « Ah, vous ne savez guère. Quelle je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conte la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un 9, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant. Avant la fin de la journée, il se montait à plus d'100. Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. Nous n'avons pas les yeux à l'épreuve des belles, ni les mains à celle de l'or. Peu de gens gardent un trésor, avec des soins assez fidèles. Certains chiens qui portaient la pitance au logis s'étaient fait un collier du dîner de son maître. Il était tempérant, plus qu'il n'eût voulu l'être, quand il voyait un mets exquis. Mais enfin, il était, et tout en que nous sommes, nous nous laissons tenter à l'approche des biens. Chose étrange, on apprend la tempérance aux chiens, et que l'on ne peut l'apprendre aux hommes. Ce chien-ci, donc, était de la sorte attourné. Un matin, passe et veut lui prendre le dîner. Il n'en eut pas toute la joie qu'il espérait d'abord. Le chien mit bas la proie pour la défendre mieux, n'en étant plus chargé. Grand combat. D'autres chiens arrivent. Ils étaient de ceux-là qui vivent sur le public et craignent peu les coups. Notre chien, se voyant trop faible contre eux tous, et que la chair courait un danger manifeste, voulut avoir sa part, et lui sage, il leur dit « Point de courroux, messieurs, mon lopin me suffit. Faites votre profit du reste. » À ces mots, le premier, il vous zappe un morceau. Et chacun de tirer, le matin, la canaille. À qui mieux, ils firent tous ripaille. Chacun d'eux eut part au gâteau. Je crois voir en ceci l'image d'une ville, où l'on met ces derniers à la merci des gens. Échevin, prévôt des marchands, tout fait sa main. Le plus habile donne aux autres l'exemple, et c'est un passe-temps. De leur voir nettoyer un monceau de pistoles. Si quelque scrupuleux par des raisons frivoles veut défendre l'argent et dit le moindre mot, on lui fait voir qu'il est un sot. Il n'a pas de peine à se rendre. C'est bientôt le premier à prendre. Le rieur et les poissons. On cherche les rieurs, et moi je les évite. Cet art veut sur tout autre un suprême mérite. Dieu ne créa que pour les sots, les méchants disent de bons mots. J'en vais peut-être en une fable introduire un, peut-être aussi que quelqu'un trouvera que j'aurai réussi. Un rieur était à la table et n'en avait en son coin que de petits poissons. Tous les gros étaient loin. Il prend donc les menus, puis leur parle à l'oreille. Et puis, il feint à l'appareil d'écouter leurs réponses. On demeura surpris. Cela suspendit les esprits. Le rieur, alors d'un ton sage, dit qu'il craignit qu'un sien ami, pour les grandes Indes parti, n'eût depuis 1 an fait naufrage. Il s'en informait donc à ce menu frétin. Mais tous lui répondaient qu'il n'était pas d'un âge à savoir au vrai son destin. Les gros en seraient davantage. N'en puis-je donc, messieurs, un gros interroger, de dire si la compagnie prit goût à la plaisanterie. J'en doute,
Mais enfin, il les sut engager, à lui servir d'un monstre assez vieux pour lui dire tous les noms des chercheurs de mondes inconnus, qui n'en étaient pas revenus, et que depuis 100 ans sous l'abîme avaient vu les anciens du vaste empire. Le rat et l'huître. Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des lards paternels, un jour se trouva soûl. Il laissa là le champ, le grain et la javelle, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de sa case, que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les Apennins, et voici le Caucase. La moindre taupinée était monte à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyage arrive en un certain canton où Tétis sur la rive avait laissé maintes huîtres. Et notre rat d'abord crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord. Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point. D'un certain majesté, le rat tenait ces choses et les disait à travers champs. N'étant pas de ces rats qui les livrent rongeants, se font savants jusqu'aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte et bâillant au soleil par un doux zéphyr réjoui. Humait l'air, respirait, était épanoui. Blanche, grasse, et d'un goût à la voir non pareil, d'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille. Qu'aperçois-je, dit-il, c'est quelques victuailles. Et si je ne me trompe à la couleur du mets, je dois faire aujourd'hui bonne chère, ou jamais. Là-dessus, maître rat, plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître tout d'un coup se referme, et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre. L'ours est l'amateur des jardins. Certains ours, montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon fond, vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire. Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait l'affaire. Dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il animait les jardins, était prêtre de flore. Il l'était de Promone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre. De façon que, lassé de vivre, avec des gens muets, notre homme un beau matin va chercher compagnie et se met en compagne. L'ours porté d'un même dessein venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur,
Mais comment esquiver et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire? Et le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir ». L'autre reprit « Seigneur, voyez-vous mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait, ce n'est peut-être pas du nos seigneurs, les ours le mangeaient ordinaire. Mais j'offre ce que j'ai. » L'ours accepte, et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit à ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots. Comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apporter du gibier, faisait son principal métier d'être bon ébaucheur. Et écarté du visage de son ami dormant, ce parasite ailé, que nous avons mouche appelé. Un jour, que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se plaçait. Mit l'ours au désespoir. Il eut beau le chasser, « Je t'attraperai bien, dit-il. » Et voici comme, aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et non moins bon archer que mauvais raisonneur, roi de mort étendu sur la place et il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Les deux amis